Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et thérapeute passionnée de parentalité et co-auteure du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. En quelques décennies, l'Espagne s'est imposée comme le fleuron de la PMA en Europe. Avec plus de 50 ans d'expérience, une loi progressiste et des cliniques munies de technologies de pointe, elle attire chaque année une clientèle française, souvent âgée de plus de 40 ans, qui peine encore à réaliser son projet bébé à domicile. Pour en parler, je reçois le docteur Federica Moffa, directrice médicale chez Fertilab. Bonjour Federica, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, merci Alice. C'est un vrai plaisir d'être avec toi pour parler un peu d'un sujet qui m'est à cœur. Ok, très bien. Alors je vais commencer par poser une question toute simple, un peu d'ordre général. Selon toi, pourquoi et comment l'Espagne est devenue une terre de PMA beaucoup plus progressiste que sa voisine française, alors qu'elle a longtemps été sous le joug de l'Église catholique? Ah, c'est une question très intéressante et qui m'oblige à parler un peu de la loi espagnole. Et on a récemment eu une actualisation de la loi qui permet aussi l'accès à la PMA. Quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde parce que on parle plus de patientes, mais de personnes qui est capable de porter une grossesse, hein. Donc ça ouvre aussi à toutes les personnes transgenres qui passent à travers la préservation de la fertilité. Mais pour revenir à la question que tu me poses, effectivement, cette loi a permis d'ouvrir la PMA non seulement aux couples hétéros, mais aussi aux couples homosexuels et aux femmes seules, déjà depuis très longtemps et avant pratiquement tous les autres pays européens. Et donc, je pense que même si l'Espagne, justement, est un pays très catholique, au niveau de la loi, on a regardé plus l'intérêt et les droits des patients, plus que des préjugés de la morale ou des choses qui ont, par exemple, fait qu'en Italie, c'était le contraire pendant Hmm. beaucoup d'années. Moi, je suis italienne. En Italie, on a eu une espèce de une loi tellement restrictive Hmm. que la plupart des traitements étaient interdits. Et encore en Espagne, dans la loi aussi, il y a la possibilité d'appliquer du diagnostic préimplantatoire aussi pour des raisons liées à l'âge, hein, pas simplement des maladies génétiques. Et la loi sur le don aide aussi les donneurs et les donneuses à participer au traitement des PMA. Donc, tout ça fait que l'Espagne est devenue une vraie référence aussi au niveau technique. Absolument, 50 ans d'expérience, des traitements, tous les jours, des centaines de cliniques, font que, vous attirez de plus en plus, de Français et de Françaises, malgré même le fait que la nouvelle loi bioéthique soit passée en France. Puisque nous, on a des problèmes de délai, notamment pour le don d'ovocytes et on va en parler pas mal, parce que c'est aussi beaucoup ce qui intéresse les quadras. Justement, là, si on fait un petit point sur, les protocoles de PMA en Espagne, selon toi, quels sont les protocoles les plus adaptés aux quadras? Effectivement, tout d'abord, on va partir sur, évaluer la réserve ovarienne, évaluer le parcours, l'histoire, qu'il y a derrière chaque patiente. Normalement, nous, jusqu'à l'âge de, 43 ans, grand maximum 44, on accepte d'accompagner la patiente sur, un cycle de fécondation in vitro avec ses propres ovules. Mais il y a toujours l'alternative utiliser des cycles avec don d'ovocytes, avec double don ou don d'embryon. Voilà, donc toutes les options sont disponibles d'une manière très personnalisée. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que c'est pas toujours très clair, la différence entre double don et accueil d'embryon? Oui. Donc, le double don, c'est un cycle de fécondation in vitro qui est entamé en choisissant une donneuse d'un côté et un donneur de sperme de l'autre côté, qui font un nouveau cycle qui est le départ pour la patiente receveuse. Et donc, les donneurs sont choisis sur la base des caractéristiques physiques de la receveuse. Et donc, c'est un cycle personnalisé. Et donc, tous les embryons qui sont issus de ce cycle sont disponibles pour la patiente. En cas d'échec, par exemple, on peut revenir pour rechercher un embryon du même cycle.
ou même en cas de, résultat positif, on peut revenir pour chercher un 2e embryon pour une deuxième grossesse, avec des embryons qui sont des frères et sœurs. Le don d'embryon, c'est un embryon qui existe déjà dans la banque et qui est issu d'un cycle de fécondation qui a été fait auparavant et donc ça peut aussi procéder des patientes, pas exclusivement des donneurs et l'embryon, il existe déjà. Il y a déjà une fécondation qui a été faite. Mmh, absolument. Tu parlais, enfin, juste au début, tu me disais que, à partir de 43-44 ans, on passait plutôt au don d'ovocytes. C'était un peu la limite que vous vous mettiez en Espagne. C'est un raisonnement, médical, j'imagine, et c'est certainement basé sur, l'expérience que vous avez dans ces cliniques? Exactement, c'est pas sur la base d'une loi, hein, comme je dis, encore une fois, une chose qui est très bien dans la loi espagnole, c'est que le limite d'âge n'est pas posé dans la loi. Donc on laisse aux médecins, pouvoir conseiller les patientes sur la base, de leurs possibilités au niveau médical et justement, nous, on a posé à Fertilab, l'âge 43, grand maximum 44 parce qu'on n'a pas des résultats avec des naissances sur une âge supérieur à 44. Tous les processus est lié et la probabilité de résultats positifs est liée à la qualité chromosomique des ovules. Donc, on sait que on peut rien faire. On peut stimuler les ovaires à produire un plus grand nombre d'ovocytes, mais on ne peut pas changer la qualité, donc le destin de Mmh, l'embryon. bien sûr. OK. Tu disais qu'il n'y avait pas d'âge limite, dans la loi. Ça veut dire que, concrètement, à 50 ans, on peut aller en Espagne et bénéficier d'un don d'ovocytes. Est-ce que là aussi, les cliniques se mettent une limite par rapport à ça? Oui, donc effectivement, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas une limite, posée par la loi. Il y a un consensus, entre, les centres de paiement, surtout les gros centres, et pour des raisons médicales, pour les risques liés à la grossesse, à partir d'un certain âge, on se pose tous une limite à 50. Après, effectivement, ça peut nous arriver qu'une patiente qui a déjà une grossesse, sur la limite d'âge, et tout et c'est très bien passé, elle a encore des embryons congelés, on peut peut-être faire une exception, jusqu'à 51, mais on l'accueille quand même pour la première fois avant la cinquantaine. Mmh. Ouais. Mmh, OK. Est-ce que tu peux nous donner le coût moyen d'une FIV avec don d'ovocytes en Espagne? Peut-être le coût chez Fertilab, même si c'est une fourchette? Oui, alors ça dépend beaucoup, de comment la clinique travaille et quel type de garantie la clinique elle peut donner sur un don d'ovocytes. C'est clair que le don d'ovocytes, c'est un traitement avec un taux de réussite très élevé, mais ça dépendra surtout de combien, d'ovocytes on peut disposer et surtout de combien d'embryons blastocystes on arrive à disposer sur la totalité, du cycle. Je peux dire qu'en moyenne, pour avoir un cycle qui donne certains types de garanties, il faut calculer entre 7 et 9 000 € pour un cycle qui donne déjà des belles garanties de réussite et des probabilités de succès. Si c'est beaucoup moins, ça veut dire qu'on a peut-être, un certain nombre d'ovocytes très limité ou bien, pas de garantie, de nombre de blastocystes, OK, très bien. Alors bien sûr, quand on s'intéresse aux dons d'ovocytes, on s'intéresse aussi à la façon dont sont sélectionnés les donneurs et les donneuses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe chez Fertilab? Là, encore une fois, je me refais à la loi, hein, qui est très bien faite, hein, donc tous les critères pour, pouvoir sélectionner les donneurs et les donneuses, dans, le programme, sont basés sur la loi. La loi, comme on sait, prévoit l'anonymat, mmh, pour les donneuses d'ovules, l'âge, est entre, 18 et 35 et pour les donneurs de sperme, entre 18 et 50. Quoique, à Fertilab, on a posé l'âge limite des donneurs de sperme à 40. Encore une fois, on a décidé de poser une limite un peu plus stricte pour nous-mêmes. Et donc, ils doivent tous passer, évidemment, avec l'entretien avec la gynéco pour les donneuses et avec l'andrologue pour les donneurs de sperme. Et tout le monde passe à travers un entretien avec la psychologue, de l'équipe. C'est très important aussi
au-delà de tous les tests sanguins et tous les tests médicaux, que les donneurs et les donneuses soient vus par la psychologue pour être sûr que le geste, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas conditionné par d'autres raisons. Si on parle des tests médicaux, évidemment, on fait tous les tests que les patientes elles pourraient faire pour une fibre. Par exemple, voilà, tous les tests de maladies infectieuses, tous les tests de préopératoires, etc. Mais les donneuses et les donneurs, ils font aussi des tests génétiques pour les maladies rares. Notamment, il y a un test de base qui inclut une dizaine de maladies, par exemple la mucoviscidose, la thalassémie, la surdité, etc. Et le fait que les donneurs, ils sont tous pré-testés avec un test génétique, nous permettra, à la demande des patients, de faire un appareillement génétique avec leur donneur ou leur donneuse. Donc des tests génétiques plus poussés. Oui, ça, c'est aussi à la demande des patientes, hein, s'ils veulent augmenter les degrés d'appareillement génétique avec les donneurs. Les patients, ils doivent eux-mêmes se faire le test génétique. C'est une prise de sang, hein, c'est une prise de sang avec les tests d'ADN. Et une fois qu'on a les résultats des patients, on va croiser les résultats des patients avec l'ADN des donneurs. Et comme ça, on va minimiser le risque de maladies génétiques rares. Bien sûr. Quand tu parlais des raisons qui seraient moins bonnes pour donner ces ovocytes, tu penses à quoi? Bah, on sait que les donneuses sont défrayées. Qu'est-ce qui pourrait, en quelque sorte, constituer une mauvaise raison de donner ces ovocytes? Mais ça, c'est une réponse que me donne souvent la psychologue. Donc, quand on voit qu'une donneuse ou un donneur, ils sont un peu forcés à participer au don justement pour aller rechercher ce dédommagement, qui n'est pas énorme, hein, finalement. C'est pas quelque chose donc on peut vivre de ça. Mais en même temps, si quelqu'un est dans le besoin, ça quitte la volonté altruiste du geste parce qu'on est un peu forcé sur une situation critique, etc. Donc, justement, si ils sont dans une situation de ce type, on les prend pas. Moi, j'avais entendu dire que, du coup, vous ne gardiez que 30 des donneurs et des donneuses sur la totalité des personnes qui viennent vous voir. Oui, voire moins, hein. Je pense qu'on est sur un 20 parce que soit, il y a des tests qui sont pathologiques ou bien parce que l'histoire familiale aussi, hein. Donc c'est très important savoir qu'on fait toute une histoire familiale, on va en arrière, 2 générations pour voir qu'il n'y a pas dans la famille des maladies qui peuvent être transmises, disons, avec une prédisposition familiale, comme par exemple des cas répétés de cancer du sein ou des cas répétés de cancer du côlon, tout ça avec aussi certaines caractéristiques physiques. Quand je parle de caractéristiques physiques, je ne parle pas simplement d'une question d'être mignon ou pas, absolument. Je parle du fait que, par exemple, il n'y a pas un surpoids, parce que ça peut être aussi dangereux pour la même donneuse, par exemple, de se soumettre à une stimulation hormonelle si on est en surpoids. Donc, il y a tous des paramètres qui font que la sélection est assez stricte. Merci, c'est très intéressant de le repréciser, notamment l'exploration sur les 2 générations, parce qu'effectivement, il y a une dimension transgénérationnelle dans les maladies, dans les pathologies et c'est intéressant de savoir que vous allez vraiment explorer, très, très au fond. Ouais, ouais. Autre question, je crois qu'une donneuse ne veut pas donner plus d'un certain nombre de fois. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point pour les donneurs, et les donneuses par rapport à ça? Oui. Aujourd'hui, en Espagne, encore une fois, c'est quelque chose dont on est fier. Il y a un registre national dans lequel tous les donneurs ont un code individuel pour éviter qu'ils puissent aller donner en même temps dans plusieurs centres, hein, et pour perdre la traçabilité des dons qu'ils ont faits. Donc, pour répondre à la question combien de fois, dans la loi, il y a marqué qu'on ne peut pas avoir plus de 6 enfants nés en Espagne. OK. Pour les donneuses, il y a aussi un consensus, pas faire plus de 6 cycles de stimulation. OK, très bien. Merci pour ces précisions. Alors, depuis quelques années, on parle beaucoup des examens complémentaires de l'endomètre, Matrice Lab, endométrio, et cetera. Ils sont assez controversés, n'ont pas encore fait l'objet d'études cliniques claires qui indiquent que ça fonctionne. Quel est ton avis sur la question et toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain en tant que médecin?
Oui, c'est une question, très intéressante, aussi pas facile à répondre parce que justement, c'est très controversé, au niveau aussi scientifique, et donc après un certain enthousiasme, hein, pour avoir peut-être, un test qui allait résoudre, les problèmes d'échec d'implantation, on s'est tous retrouvés à admettre que c'est pas la panacée et que, les données sont pas souvent, telles qu'on voudrait pour pouvoir corriger un problème, que c'est l'échec d'implantation. La réponse sur ma pratique, sur notre pratique clinique à Fertilab, on va pas, prescrire, les tests d'endomètre, d'une manière, généralisée à tout le monde, hein, parce que ça sert à rien. Et donc, seulement dans les cas d'échec d'implantation, on pense que c'est très important de garder les biopsies d'endomètre, surtout pour exclure, l'endométrite, parce que ça, si que c'est prouvé que dans la présence d'une endométrite, effectivement, on peut corriger, avec des traitements d'antibiotiques et cetera. Sur, aussi la microbiote ou des tests de culture d'endomètre, ça aussi, l'ambiance utérine, et donc l'équilibre de la microbiote, est très important et on a observé vraiment des meilleurs résultats quand on a confirmé que la microbiote était équilibrée. Sur la fenêtre d'implantation, en ce moment, on est très, très prudent à prescrire ce type de test. On le fait parfois vraiment quand, on a trouvé que tout est parfaitement normal et on peut aller chercher peut-être, un espoir dans cette direction. Mais on ne le prescrit pas de routine, à Mmh. toutes les patientes. Mmh. Quand tu parles, de la microbiote et de l'endométrite, est-ce que ça a un rapport avec l'immunité ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose, mais c'est très relié. C'est-à-dire que quand il y a une endométrite, soit une infection, on a une, réaction immunitaire, hein, au niveau de l'endomètre, donc une inflammation chronique. Parfois, on trouve, une endométrite même si il y a plus de bactéries. On trouve l'inflammation. Le mot endométrite en médecine, tout ce qui est, avec le suffixe, "-ite", ça veut dire inflammation. Donc finalement, l'endométrite ne pas toujours accompagnée d'une infection active. Est-ce que le système immunitaire a un rôle? Évidemment. Donc s'il y a des cellules de l'inflammation, mais je pense que c'est plus le réflexe de la réponse immunitaire qui nous fait comprendre qu'il y a un processus inflammatoire et cet endomètre, il est moins réceptif pour cette raison-là. Et encore une fois, sur l'immunité, le problème, c'est pas déterminer qu'il y a un problème immunitaire. Parfois, c'est un problème immunitaire systématique de la patiente, hein. Il y a des patientes qui ont une thyroïdite auto-immune, ou qui ont d'autres maladies auto-immunes. Le problème, c'est quels sont les moyens de compenser ça? Ça, c'est le problème aussi. Donc, et c'est l'autre grande boîte noire au présent dans la fertilité quand on parle de traitements immunitaires pour améliorer les résultats. Et c'est très délicat, hein, parce que ça suffit pas de donner des corticoïdes comme ça à tout le Mmh. monde, hein. Oui, oui, tout à fait. C'est ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et comme tu dis, il y a vraiment eu, quelques années, tout le monde était très enthousiaste à l'idée de faire ces tests et pensait qu'on avait enfin la solution sur les problématiques d'implantation qui reste quand même la partie la plus mystérieuse, hein, finalement et en fait, pas tant que ça et beaucoup font machine arrière et tu parles des corticoïdes, c'est vrai qu'on entend dire que c'est pas non plus bon pour tout le monde. Merci pour ce point parce que je crois que les gens sont un petit peu perdus aussi, par rapport à ça. Il y a beaucoup de discours, contradictoires. C'est toujours comme ça. Parfois, les patientes, elles comprennent pas, après un échec, on dit: «Voilà, on a eu un échec, 2 échecs, une grossesse biochimique et cetera, on va faire ce test» et la patiente, parfois, elle dit: «Mais pourquoi on l'a pas fait avant?» En médecine, il faut vraiment, faire un parcours, rationnel, hein, basé sur, les probabilités, les risques, et donc la personnalisation. Donc c'est pas que prescrire, des tests invasifs et coûteux à tout le monde, ça va améliorer le résultat de tout le Tout à monde. fait, absolument. Tout à l'heure, on a évoqué les tests d'appariement génétique, dont on entend pas mal parler. Est-ce que tu peux nous dire si vous faites ces tests sur demande des clients qui viennent vous voir ou est-ce que parfois vous les conseillez parce que vous considérez que c'est nécessaire et que ça peut vraiment améliorer le protocole? Tout d'abord, ces tests, ils n'améliorent
pas les probabilités de réussite des traitements, hein. C'est pas des tests de fertilité pour, augmenter les chances de réussite du traitement. C'est seulement des tests de sécurité pour minimiser les risques des maladies rares qui sont transmises d'une manière, génétique, de manière, récessive dans la fécondation. C'est la même chose entre le couple, hein. Donc, ce type de test, c'est pas parce qu'on a des donneurs que alors on prescrit plus de tests génétiques que si c'était le cas, entre le couple. Mais c'est vrai que du moment que les donneurs, ils sont déjà pré-testés, c'est plus simple et plus facile de faire ce type d'appareillement. Donc j'explique toujours, nous, on explique à tout le monde quel est le degré du test qu'on fait en routine chez les donneurs et on a déjà mis de côté d'office les maladies plus fréquentes et les plus graves. Et après, c'est les patientes, effectivement, qui décident s'ils veulent avoir un test plus complet à 300 maladies, à 1000 maladies pour minimiser les risques. Risque qui est jamais remis à zéro parce qu'il peut y avoir toujours des maladies qu'on n'a pas testées, même si on fait les tests le plus complets possible, parce que la nature, on la contrôle jusqu'à un certain point. Donc, on ne le fait pas en routine, mais on propose à tous les patientes, s'ils veulent, augmenter le degré de détection du Moi, test. je trouve que sur le plan psychologique, c'est assez intéressant parce que dans certains cas, ça peut vraiment permettre à des personnes d'aller en pleine confiance vers ce protocole et vraiment de bien intégrer le donneur ou la donneuse à ce traitement et à leur histoire de maternité ou de paternité. C'est vrai, je sais et que ça peut, comme tu dis, augmenter un peu la tranquillité parce qu'on est dans un processus déjà très complexe, avec des donneurs, donc il y a l'inconnu et tout ça et ce type de test, ils peuvent, disons, nous mettre, plus en tranquillité, hein, même s'ils ne sont pas obligatoires, évidemment, mon expérience, c'est que les patientes le font surtout pour avoir cette tranquillité, ouais. Ok. Alors, la grossesse tardive, donc grossesse après 40 ans, fait souvent très peur aux femmes et encore un peu plus quand elle est issue de PMA avec ou sans don de gamètes. Est-ce que tu penses que ces grossesses sont réellement plus risquées? Et si oui, pourquoi? La grossesse, après un certain âge, c'est clair qu'elle a plus de risques qu'une grossesse en jeune âge. Mais il faut quantifier ça. Même si une femme est en très bonne santé et elle a 45 ans, on fait plus de contrôles évidemment. On fait des tests, plus poussés chez les patientes qui ont plus de 40 ans, spécialement à partir de 44. Nous, on demande aussi un électrocardiogramme. Parfois, on demande aussi, d'aller voir directement un cardiologue, fait des tests, d'effort, on fait parfois aussi une plaque, du thorax. Il y a des tests de sécurité pour effectivement voir que la patiente, même, si son âge est plus avancé, elle a un risque raisonnable d'entamer une grossesse. C'est très important, le poids, mesurer la tension et voir s'il n'y a pas un risque de diabète. Donc ça, c'est les 3 variables qui sont très importantes, encore plus que l'âge. Il faut calculer les risques d'une manière très personnalisée. Je peux être plus préoccupée pour une patiente de 38 ans, mais qui a un gros surpoids et une hypertension, plutôt qu'une patiente de 47, qui est, en parfaite bonne santé et qui court la marathon. Tout à fait. C'est-à-dire, et ça montre bien que les 20 ans précédents ont leur importance dans la réussite du protocole et dans la réussite de la grossesse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une patiente parce qu'elle était en surpoids? Parce que là, tu t'es dit, c'est vraiment trop risqué par rapport à la suite. On refuse pas tout court, on aide la patiente. On a un endocrinologue dans l'équipe, que c'est aussi notre, andrologue. On va entamer avec la patiente un parcours. Parfois, c'est suffisant de perdre, 4-5 kilogrammes pour entrer dans des paramètres, qui sont favorables et de moins de risques. Le temps est important, mais parfois, c'est mieux de se prendre, 6 mois et arriver en des très bonnes conditions parce que ça augmente aussi le taux de réussite. C'est pas simplement de réduire le risque lié à des complications de la grossesse, mais aussi augmenter les probabilités de réussite, hein, surtout pour les receveuses. Oui, oui, c'est très important. Peut-être une question complémentaire. Est-ce que le don de gamètes augmente certains risques au cours de ces grossesses?
Alors, il y a des études qui ont montré effectivement que quand on transfère un embryon qui est issu d'un don d'ovule ou double don, il peut augmenter certains risques de complications pendant la grossesse qui seraient liés surtout aux résistances placentaires. Ça veut dire que le placenta, il serait moins performant et donc tout au long de la grossesse, il pourrait avoir une augmentation de risque d'hypertension, de préclampsie et des croissances fétales. Mais il faut aussi dire une chose importante, c'est que la plupart des études sont faites sur des receveuses qui ont reçu l'embryon sur des cycles avec médicaments, c'est des cycles artificiels. Parce que dans la plupart des centres et traditionnellement, on faisait le cycle de la donneuse et de la receveuse en appareillement. Et donc, d'office, la receveuse, elle devait être préparée artificiellement pour correspondre au cycle de la donneuse. Ou même quand ce n'était pas le cas, c'était tellement l'habitude de donner aux receveuses des cycles artificiels qu'on a toujours fait comme ça. Nous, on vient de démontrer par une étude qui a été présentée au dernier congrès européen, le fait que si on fait le transfert sur cycle naturel chez la receveuse, les risques de complications sont diminués et surtout, on augmente le taux de naissance. Pourquoi? Parce qu'on pense que probablement, le problème lié aux grossesses par don d'ovocytes, ce serait plutôt lié au fait que d'office sont aussi des cycles artificiels dans la plupart des études. D'accord, OK, très intéressant. Quand tu parles de cycle naturel, donc on respecte le cycle de la receveuse, on ne lui donne aucun médicament, on la supplémente pas du tout, un petit peu quand même, avant le transfert ou pas du tout? On utilise ce qu'on appelle le cycle naturel modifié, c'est-à-dire qu'on va suivre la croissance folliculaire sur un cycle spontané. Quand on voit que la patiente elle est prête à ovuler d'une manière spontanée, on va déclencher l'ovulation par HCG, donc le vitrel. Donc, ça nous permettra de connaître exactement le moment de l'ovulation et calculer la date du transfert. Une semaine après le déclenchement, on aura le transfert parce qu'on transfère des embryons blastocystes qui sont à J5. OK? Et on donne un petit supplément de progestérone, mais tout petit parce que la patiente qui a eu son ovulation, elle va produire elle-même grâce au corps jaune de la progestérone naturelle, hein. Donc aussi avec des taux et des niveaux qui sont très physiologiques. Mmh. Donc finalement, plus le protocole de PMA se rapproche de la nature, mieux ça marche? On peut dire ça. Donc ça a été toujours ma fixation, je pourrais dire, que où on peut suivre la nature, même si on est dans un monde très artificiel dans la PMA. Mais tout ce que la nature fait bien, pourquoi le changer? Parfois, c'est pas possible. Par exemple, une patiente qui est en ménopause, on peut pas faire le cycle naturel. Donc, on utilisera, et grâce à Dieu, on a les protocoles artificiels. Mais quand on peut, pourquoi on doit médicaliser tout? Et aussi pour le système immunitaire, c'est prouvé que donner des estrogènes artificiels, ça perturbe le système endocrinien et par exemple la thyroïde est très perturbée par les cycles artificiels. Quand on peut, la nature, elle fait bien son boulot. On va parler, des Français chez Fertilab. Est-ce que vous en recevez beaucoup et quel est leur profil? Alors, on peut dire que le 30% total, des patients qui arrivent chez nous, c'est des Français. C'est pour ça que dans l'équipe, on a plusieurs médecins qui parlent français, on a beaucoup d'assistantes qui parlent français, des infirmières aussi qui sont francophones. Donc, on a des couples qui viennent parfois pour faire des traitements qu'en France, il y a des longues listes d'attente aussi ou que ce n'est pas possible, comme par exemple le fécondation avec des pays. Et on a beaucoup de couples de femmes et des femmes seules aussi. Mmh. On va parler un peu des taux de réussite. C'est une donnée importante, pour les Français qui se lancent dans un parcours de PMA, même si ça ne doit pas être le critère principal pour le choix de la clinique. Est-ce que tu peux nous donner les taux de réussite de grossesse et de naissance pour,
le don d'ovocytes, ou même la FIV avec ses propres gamètes au début de la quarantaine? Tout d'abord, je pense que c'est très important pour l'achat de la clinique, savoir le taux de réussite. Mais il faut regarder bien les données. Chez Fertilab, nous, on a décidé de donner nos résultats en termes de naissance. Ce qui compte, c'est quelle probabilité j'ai, après le parcours, d'arriver à avoir un bébé dans mes bras. L'indicateur le plus représentatif, comme on l'a dit, c'est le taux de naissance. Et dans le programme de don d'ovocytes, cette probabilité est à pratiquement 80 par cycle. C'est important de parler de cycle. Sur un cycle de don d'ovocytes, j'aurai un certain nombre de blastocytes disponibles. À chaque fois que je viens faire un transfert d'embryon, on fait toujours des transferts d'un embryon à la fois. C'est aussi très important. La probabilité, c'est aussi lié à le nombre d'embryons qu'on transfère. Mais comme on a dit que les grossesses sont aussi plus à risque chez une patiente qui a plus de 40 ans. On ne va pas sûrement provoquer une grossesse gémellaire pour augmenter le taux de réussite, mais avec plus de risques de complications et des naissances avec prématurité, etc. Donc, on va faire des transferts uniques. Et donc, sur le transfert unique dans blastocyste, aujourd'hui, on a un taux d'implantation, c'est-à-dire un taux de grossesse, le jour du test de grossesse, qui est à 60% par embryon et 50% à la naissance. C'est-à-dire que le jour que je viens faire mon transfert, j'ai une chance sur deux d'accoucher 9 mois après. C'est clair que si j'ai, par exemple, 3 blastocystes disponibles sur mon cycle de dendrocyte, si je ne suis pas enceinte sur les premiers embryons, je peux revenir faire un deuxième transfert ou éventuellement un troisième transfert. Mais toutes les patientes qui entament un cycle de dendrocyte, globalement, 8 patientes sur 10 auront leur bébé dans les bras. Donc ça, c'est la manière dont on regarde les statistiques. La réponse par rapport au taux de réussite en FIV, c'est plus délicat parce que là, vraiment, ça dépend au cas par cas et ça dépend beaucoup de l'âge. Parce que 40 ans, c'est pas 43. Chaque année compte beaucoup sur les statistiques. Donc, c'est clair que si on applique le diagnostic implantatoire, ce qu'on fait dans les cas de FIV après 40 ans, on augmente le taux de réussite pour celles qui arrivent à avoir un embryon disponible qui est testé normal sur les chromosomes, mais on augmente aussi le nombre des patientes qui n'arriveront pas au transfert. Mais ça aussi, je pense que c'est important. C'est mieux de savoir que ça sert à rien de faire un transfert parce que l'embryon, il avait des problèmes des chromosomes, plutôt que faire des transferts à l'aveugle et continuer à faire des cycles et des transferts quand peut-être on peut avoir une information et se poser la question, est-ce que je continue sur des cycles de FIV ou c'est déjà le moment de passer au don d'ovocytes? Pour répondre à la question, le taux de réussite après les 40 ans sur des fécondations in vitro, de toutes les patientes qui démarrent le parcours, le taux de réussite global entre 40 et 44 ans, le taux de naissance se situe entre un 10 et un 20%. C'est super que vous puissiez donner le taux de naissance parce que, c'est pas forcément évident d'avoir, le retour de toutes vos clients pour savoir s'il y a naissance ou pas. Enfin, j'imagine que de temps en temps, vous les perdez de vue ou En réalité, on a un système de suivi très, très bien fait. Donc, en plus qu'on reporte à la Société espagnole de fertilité, une fois par an, on reporte tous les résultats, hein. Donc, ça aussi, en Espagne, c'est très bien fait, hein. Tous les centres reportent. Et donc, on a très peu de patients qui nous donnent pas de nouvelles et on les appelle, hein. Tout d'abord, on fait un suivi à distance jusqu'au premier trimestre, c'est la période la plus délicate. Donc, toutes les patientes nous envoient les résultats des échographies, etc. Les patientes, parfois, elles restent très attachées à nous, même si finalement la grossesse elle évolue correctement. Elles nous envoient les échographies du deuxième trimestre, du troisième trimestre, et elles nous communiquent pratiquement toutes les résultats de la grossesse. ouais, je trouve ça très intéressant et même presque un peu surprenant parce que je j'ai pas toujours eu ces retours, de la part des cliniques espagnoles, mais ça montre bien, le lien, qui unit Fertilab à ses patientes. Je trouve que c'est très révélateur,
que vous ayez toutes ces informations et que vous puissiez les fournir de façon totalement transparente. Oui, et c'est très important pour nous, pas simplement pour, voilà, pour donner les résultats en termes de naissance, mais surtout pour nous. Par exemple, c'est comme ça qu'on a pu faire l'étude de comparer le cycle naturel et le cycle artificiel en termes de probabilité de naissance. C'est comme ça qu'on peut aussi apprendre des patientes qu'est-ce qui marche mieux. Tout à fait, absolument. Mmh. Quels sont les autres critères déterminants pour choisir sa clinique, au-delà des statistiques et de la transparence qu'on peut avoir par rapport à ça? Le noyau dans le centre de fertilité, c'est le laboratoire. La qualité du laboratoire, la technologie qu'on utilise au laboratoire, par exemple, la possibilité d'avoir des outils comme le time-lapse, des incubateurs de nouvelle génération, la possibilité d'avoir du diagnostic implantatoire et avoir des embryologues. On ne parle pas simplement de biologistes, on parle des embryologues qui sont vraiment des experts qui vont traiter l'embryon de la manière où il faut le traiter. Donc, la probabilité, par exemple, de survie des gamètes, donc des ovocytes, si on vient faire une vitrification d'ovocytes, la probabilité qu'un embryon il peut survivre à une biopsie, à une vitrification, des vitrifications, tout ça est dans les mains du laboratoire. Donc ça, c'est très important. Et aussi un centre qui fait aussi de la recherche. Je pense que c'est important parce que ça veut dire que on se préoccupe d'appliquer toujours les protocoles basés pas simplement sur, voilà, sur les modes, mais sur des évidences scientifiques. Donc ça, c'est très important. Et la personnalisation. Pour moi, je pense qu'à Fertilab, on en a fait vraiment notre principe parce que la médecine personnalisée, pas simplement dans le domaine de la PMA, hein, c'est vraiment fondamental d'appliquer de la haute technologie, mais d'une manière personnalisée, pas utiliser les mêmes protocoles pour tout le monde. Mmh, tout à fait. Personnalisation des protocoles, personnalisation du suivi aussi. C'est absolument important, surtout pour des patientes qui sont à l'étranger et on fait un suivi à distance. C'est très important que les patientes puissent avoir un lien direct avec une assistante qui peut aussi réduire beaucoup le stress qui est lié à tout ça. J'ai l'expérience aussi, surtout avec des patientes étrangères, françaises et italiennes principalement, qui se sentent beaucoup mieux suivies à distance chez nous que parfois dans le parcours qu'ils ont eu dans leur propre pays en voyant le gynéco sur place, mais qui finalement, ils ne se sont pas sentis accompagnés. Tout à fait. Je pense que c'est l'histoire de nombreuses patientes françaises. Écoute, on arrive, au bout de cet entretien, Federica. Moi, j'aurais aimé savoir quel message tu souhaites adresser aux quadras qui nous écoutent et qui trouvent parfois que ce cheminement vers la parentalité est un peu long et un peu difficile. Je pense que la patiente, une fois qu'elle a choisi la clinique et donc qu'il y a un médecin, une assistante, les biologistes qui vont l'accompagner dans ce parcours, il doit avoir confiance sur le chemin qu'on va entamer ensemble parce que ici, chez Fertilab, on va garantir une personnalisation non seulement sur les protocoles qui sont adaptés à la patiente, mais aussi sur la stratégie. La stratégie est très importante, justement, comme tu dis, pour les timings, pour décider ensemble où on veut arriver avec les moyens qu'on a disponibles. Parfois, c'est des moyens biologiques, donc c'est l'âge, c'est la qualité des ovules, c'est le fait de choisir des donneurs ou pas de donneurs. Et donc, la stratégie, on la décide ensemble pour aussi avoir un horizon temporel. Ça, c'est très important. Ce que les Anglais, les anglophones appellent le time to pregnancy. C'est autant important que la personnalisation et les résultats, mais le temps. En combien de temps je vais être maman? Parce que le parcours ne peut pas durer 3 ans. Absolument, mais surtout, si on est déjà largement après 40 ans. Merci beaucoup Federica, de m'avoir, accordé du temps. Alors je rappelle qu'il est possible d'avoir un premier rendez-vous, gratuit par Skype et Fertilab pour faire un point sur son projet bébé. Je précise aussi que vous bénéficiez de 10 de réduction sur les protocoles de PMA si vous venez de ma part et je précise aussi que j'ai déjà plusieurs clientes qui sont enceintes
qui ont fait leur parcours chez Fertilab et qui ont été ravis, absolument ravis du suivi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un projet bébé, que vous cherchez une clinique en Espagne, à contacter Fertilab. Et je te remercie encore infiniment, Federica. Merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. Au revoir. Merci Annelise. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, homo ou hétéro, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'1 heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfanta40ans.fr et clique sur l'onglet Coaching. À très vite pour un nouvel épisode.